Bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Nous sommes très heureux de vous recevoir. À dire vrai, l'invitation que nous avons envoyée pour venir discuter aujourd'hui avec Bernard Belloc et Pierre-François Mourier a suscité une demande d'inscription très supérieure à la capacité de cette pièce. Et donc nous avons été obligés d'arrêter les inscriptions à un moment donné. Nous en sommes vraiment désolés pour les personnes qui ne pourront pas être là. Mais on tenait à ce que ça se passe ici, plutôt que comme on le fait régulièrement, de réserver une salle à l'extérieur. On voulait que ce soit un événement de la Fondation à la Fondation. Le sujet nous tient particulièrement à cœur. Je voulais vous dire plusieurs choses pour commencer, mais rassurez-vous, je ne serai pas long et pas formel du tout. Je voulais vous dire que nous sommes très heureux de recevoir Bernard Belloc et Pierre-François Mourier parce que ce sont des personnes qui connaissent bien la Fondation depuis longtemps, qui ont déjà fait vivre la Fondation par leurs travaux et leur participation. Donc je suis très heureux de leur dire aujourd'hui ma reconnaissance, parce que la Fondation a été créée en 2004 et évidemment tout ce qui existe aussi par le travail des personnes qui, à un moment donné, ont donné un coup de main. Je voulais aussi vous dire que nous allons avoir une discussion sur un sujet majeur, qui est la question de l'enseignement supérieur, question complexe, sensible aussi, sur laquelle qui suscite beaucoup de préjugés, qui peut aussi mobiliser des foules, et même des foules agitées. Ça dépend des moments et des enjeux. Mais cette question-là, pour nous, est centrale, et on a voulu consacrer une étude de la Fondation. Donc on est vraiment très, très heureux aujourd'hui d'accueillir Bernard Belloc et Pierre-François Mourier, parce qu'il s'agit d'un petit livre que vous avez peut-être vu, L'Académie au pays du capital, qui est à la fois pour nous symbolique parce qu'il porte sur un sujet crucial, l'enseignement supérieur, je viens de le dire rapidement, mais aussi parce que c'est le premier titre d'une collection que nous avons mis en place aux Presses universitaires de France, une collection qui s'intitule tout bêtement l'innovation politique. On ne va pas lâcher si facilement ce positionnement qui est le nôtre. Et donc notre intention est de faire vivre les travaux de la Fondation sous la forme également de livres qui ont une autre vie, chez les libraires et en bibliothèque, une autre vie peut-être plus proche de l'irrigation, mais nous y tenons beaucoup, et c'est aussi une façon de saluer ce premier livre dans cette collection nouvelle. Je dis un mot, si vous le voulez bien, de nos deux auteurs. Bernard Belloc a au moins eu 3 vies connues. Je me réfère aux textes qui sont publics. Une première vie d'universitaire. Je parlerai des autres aussi. C'est selon votre inspiration après. Je vous laisserai faire. Une première vie d'universitaire, professeur des universités en sciences économiques, avec des travaux de recherche et des publications. Donc cet aspect-là singulier et passionnant, évidemment, d'une existence d'universitaire. C'est ce qui fait que nous aimons tellement ce métier. Une deuxième vie à l'université, mais comme président d'université, qui est là aussi une expérience particulière, qui relève du gouvernement de l'université, qui est un exercice sans doute très compliqué, et j'imagine en France peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais je ne sais pas d'ailleurs si tout ça peut être dit comme ça, mais en tout cas il y a une vraie difficulté française à cette idée que l'université peut être gouvernée. Il y a quand même une réticence culturelle. Et puis troisième vie, depuis 2007, conseiller à la présidence de la République, avec, à ce titre-là, une réforme en 2007, qui est une réforme majeure, qui me paraît, moi, être l'une des grandes réformes de ce quinquennat. Et à coup sûr, une réforme, peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler, à coup sûr une réforme qui va se singulariser dans l'histoire des réformes, notamment de l'enseignement supérieur, puisque il me semble que l'originalité de la réforme est d'être une réforme en mouvement. Ce n'est pas une réforme qui réorganise une bonne fois pour toutes, en général d'ailleurs ce n'est pas la dernière, mais plutôt une réforme qui ouvre des mécanismes, qui libère des jeux de force, qui ensuite peuvent fonctionner, avoir leur propre vie, et puis créer des formes qui n'ont pas nécessairement été anticipées au départ, et c'est ce qui me paraît original. Pierre-François Mourier, universitaire également,
lettres classiques que tu as enseigné, que tu enseignes d'ailleurs régulièrement. Pierre-François enseigne notamment le latin aux États-Unis. Non, plus maintenant. Plus maintenant, mais tu l'as fait il n'y a pas très longtemps. Mais je l'ai fait jusqu'en 2006. Oui. Voilà, je me souviens de tes voyages là, pour cela aux États-Unis. Voilà, c'est quand même une formation très, très classique par les grandes écoles françaises. Tu as ensuite été consul général à San Francisco de 2007 à 2010, une expérience importante. Et le livre, ta contribution à ce livre doit évidemment beaucoup à cette expérience. Tu nous en reparleras, elle est très éclairante. Et puis tu es maintenant directeur général du Centre d'analyse stratégique, directeur général adjoint, voilà, du Centre d'analyse stratégique, ce qui te permet de revenir sur ces questions avec le point de vue prospectif. Ce sont deux contributions indépendantes qui font un livre, mais deux contributions complémentaires. Je ne veux pas les réduire exagérément, mais je dirais que la contribution de Bernard Belloc s'attache beaucoup à l'analyse de ce que je qualifierais d'ingénierie académique ou institutionnelle, des questions de gouvernement, des questions qui touchent à la prise de décision, la manière de faire vivre une institution académique. Et Pierre-François Mourier, dans son texte, analyse, décrit, étudie la relation extraordinairement forte que la société civile californienne entretient avec ses universités. Et on voit bien que les deux aspects sont déterminants pour comprendre le système d'enseignement supérieur américain, à savoir d'un côté une forme d'organisation, d'ailleurs qui n'est pas unifiée, les auteurs insistent beaucoup sur la diversité des modèles, et puis de l'autre côté une complicité que l'on peut envier, que j'envie énormément, entre la société civile et l'université, avec une imbrication très, très intime et qui donne une puissance extraordinaire et une vigueur, une vivacité extraordinaire à l'université, en tout cas américaine, ici. Alors je voudrais arrêter là ma présentation en vous remerciant beaucoup de votre participation, tous les deux. Et ce que je vous propose, c'est la règle du jeu suivante, extrêmement simple. Je vais vous poser une première question. Je voudrais, si vous voulez bien, que vous présentiez quelques éléments de chacune de vos contributions. L'équipe de la Fondation a travaillé sur votre livre. Et donc, Mathieu Zagroski, Pauline Panier, Alexis Benoît et moi-même, si le temps nous en laisse la possibilité, nous avons des questions à vous poser. Mais j'aimerais bien qu'on puisse tout de même vous les poser. Et puis, vous avez aussi, vous, peut-être des questions à poser. Vous en aurez certainement. Donc, il faudrait, c'est encore possible, hein, nous ne sommes pas... pardon. Ah oui, pardon. Il faut couper les téléphones portables, même en mode avion. Il faut les mettre en mode avion, c'est ça ? Voilà, parce qu'il y a un enregistrement qui fait que si ce n'est pas coupé, on va avoir sur tout l'enregistrement des interférences, voilà, qui vont parasiter l'enregistrement, ce qui serait fâcheux. Je le fais moi-même. Merci Natacha, parce que je l'ai oublié à mon tour. Voilà. Alors simplement, en guise de question très générale et introductive, lorsque nous pensons à l'enseignement supérieur américain, qui n'est pas... Bon, je vais vous laisser le dire quand même, parce que l'objet du livre est plus précis. Hein, c'est quand même des cas qui sont étudiés, et la généralité, précisément, pose problème. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que nous avons ici, depuis la France, souvent sur le système d'enseignement supérieur américain, deux formes d'excès qui s'expriment. Il y a une espèce d'idéalisation dans laquelle moi je me range, l'admiration pour le système supérieur enseignement américain. Et puis il y a, qui est peut-être un mythe, et puis il y a une forme de détestation, même de rejet violent d'un système qui serait livré à l'argent, aux entreprises, qu'à l'horreur, au marché, et qui donc ne répondrait en aucune façon à nos exigences en termes d'égalité, de justice, de démocratisation de l'enseignement. Parce qu'on ne conteste pas, en revanche, je crois qu'on peut le dire ainsi, on ne conteste pas la performance du système américain en ce qui concerne l'excellence des travaux. Je crois que ça, on ne l'entend pas, c'est admis, mais c'est sur les conditions qui produisent ce résultat qu'il y a des discussions ici, et une difficulté à voir la réalité de ce phénomène, qui cependant ne peut pas être ignoré. Et donc,
Au fond, ma première question introductive serait de vous demander à l'un et à l'autre si vous avez le sentiment qu'il y a dans ce système quelque chose qui n'est qu'américain, et que finalement on peut observer, comprendre mais ne pas reproduire, parce que c'est comme ça, il y a des effets culturels, ou bien s'il y a des éléments qui sont reproductibles, performants, identifiés comme tels, et que l'on pourrait du coup essayer d'importer. En vous remerciant encore de votre présence. Merci à tous les deux. Merci. Tu veux commencer ? Bien, merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter une vie qui a contribué à ce que j'ai pu écrire. Corinne Deloy. Oui, non, Corinne Deloy, oui, ça c'est un remerciement. Au passage parce que je ne l'ai pas fait. mais j'ai une vie chinoise aussi. Oui, j'ai une vie chinoise et donc qui m'a apporté des choses sur les universités américaines ni sur l'université française, mais qui m'a permis de prendre du recul entre le moment où j'avais travaillé sur l'université californienne, le système public californien, et le moment où je me suis réintéressé, parce qu'il y a quand même assez longtemps que je m'y intéresse, à un autre système qui est le système de l'université du Wisconsin. Mais la parenthèse chinoise entre les deux, de 2005-2007, m'a permis de prendre du recul, de voir aussi notre système, de voir notre système de loin et de réfléchir. C'est pas tout à fait négligeable. Deuxième précision, là je suis présenté formellement comme auteur des chapitres, comme président honoraire de l'Université de Toulouse 1 et professeur dans cette université où je suis toujours, effectivement. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est bien à ce titre-là que j'interviens là. Ne voyez pas dans mes propos quelque annonce que ce soit sur ce qui va se passer en 2011 au-delà. Voilà. Donc c'est toujours une difficulté à laquelle j'ai à faire face, puisqu'évidemment, lorsque je parle devant quelque public que ce soit, il peut toujours y avoir une ambiguïté. Néanmoins, alors je vais répondre directement à la question posée. Y a-t-il quelque chose qui est spécifique au système américain ? Moi, je vais d'emblée vous dire quelque chose que j'ai ressenti profondément en discutant avec des collègues à Berkeley, puis avec des gens responsables de l'université de Californie, puis avec des gens responsables de l'université de Wisconsin. Je suis frappé, et je pèse mes mots, sur l'insertion, qu'il y a sur l'osmose qu'il y a entre le développement de la nation américaine et celui de son université. L'ouverture des universités américaines, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse des grandes privées, des grandes publiques, des universités de formation modeste, même des collèges, dans la société américaine est extraordinairement plus important que ce que nous pouvons observer en France. Lorsqu'on regarde l'histoire du système d'enseignement supérieur français, c'est un système qui ne s'est pas tellement construit en osmose avec la société française, même si l'on fait partir l'analyse historique de la monarchie, en passant par la Révolution, l'Empire et les républiques. C'est vrai, pour partie, pour les grandes écoles qui ont répondu à une demande très précise de l'État français, qu'il ait pris la forme de la monarchie, de la révolution, des institutions de la révolution, de l'Empire ou des républiques plus tard. C'est encore plus vrai des universités qui se sont toujours développées, à peu d'exceptions près, de par la volonté du pouvoir royal, puis de par la volonté du pouvoir impérial et quelque chose de plus confus, je dirais, peut-être lors des républiques, mais les universités ont toujours été, l'enseignement supérieur français a toujours été d'une certaine manière à côté. En tout cas, l'État français ne s'est pas construit en osmose très grande avec ses institutions d'enseignement supérieur, comme ça a été le cas au contraire aux États-Unis. Depuis les créations des premières universités américaines, les universités américaines, les universités publiques, mais aussi les universités privées, je préciserai en quoi les deux peuvent être liés là-dedans, les universités américaines ont fait partie et font partie du projet américain. C'est une chose dont nous souffrons énormément en France dès qu'il s'agit de faire évoluer l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse d'ailleurs des grandes écoles ou des universités. Donc je ne crois pas qu'elles soient suffisamment liées à l'évolution profonde de notre pays. C'est vrai pour les universités publiques américaines, bien entendu, puisque chaque État s'est développé en développant son université,
etc. Mais c'est vrai aussi pour les universités privées d'une autre manière, hein, parce que les universités privées, de par là, qui ont souvent été financées, Stanford est l'exemple emblématique, mais par des grands mécènes privés qui rendaient ce que leur avait apporté l'enseignement supérieur aux États-Unis, au fond, c'est la réalisation du rêve individuel américain, cette fois, qui se retrouve dans l'extraordinaire développement, y compris les universités privées. Dans tous les cas, ce sont bien les universités privées et publiques américaines qui se sont développées en même temps que la nation américaine. Et ça, c'est une chose qu'on ne soulignera jamais assez, et c'est la raison pour laquelle, s'agissant de l'analyse des deux systèmes publics que je propose, Californie et Wisconsin, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu écrire que nous avons dans ces deux systèmes sous les yeux l'exemple de ce qu'en France nous appellerions un service public. Un service public au service de la collectivité. Et c'est la première, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler certainement, je trouve que c'est la première idée non reçue que l'on a à propos des universités américaines qui ne sont, de mon point de vue, ni à idéaliser, ni à rejeter, mais en tout cas, les universités américaines, sous beaucoup d'aspects, représentent une sorte d'idéalisation, en tout cas représentent un objectif de service public, que ce soit en termes de démocratisation. Je rappelle quand même que le taux de scolarisation des classes d'âge de 18 à 25 ans aux États-Unis est plus élevé qu'en France, hein, extraordinaire. Qu'il s'agisse donc de ce qu'on pourrait appeler démocratisation, qu'il s'agisse de l'insertion de ce que font les universités américaines pour la formation, pour la recherche à tous les niveaux, pour la société et l'économie américaine, et qu'il s'agisse aussi de l'apport des universités américaines et des universitaires américains en termes d'expertise, de recherche naturellement, mais aussi d'expertise à leurs propres autorités politiques, ce qui n'existe que très peu en France. Les experts consultés régulièrement, ça change un tout petit peu la preuve, par les politiques, sont en France traditionnellement des hauts fonctionnaires qui peuvent avoir une formation universitaire ou en école de premier plan, mais qui ne sont pas, par métier, des universitaires. Pierre François. Je vais donner la parole du haut fonctionnaire ex-universitaire. Non, je sais bien, mais c'est une des choses les plus frappantes en France, c'est que les gens qui traditionnellement s'occupent rue Descartes de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation sont des gens, la plupart du temps, qui n'ont au fond pas mis les pieds dans l'université, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Pour ce qui est de l'université américaine, comme Bernard Belloc, je pense qu'il ne s'agit pas d'idéaliser ni de détester. On constate simplement que dans le classement de Shanghai, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui existe tout de même, elles sont extraordinairement bien placées. Et que, pour ce qui est du cas de la Californie, ça n'a rien à voir avec le caractère privé ou public de l'institution. 2009, deuxième au classement de Shanghai, Stanford, troisième Berkeley, 2010, deuxième au classement de Shanghai, Berkeley, troisième Stanford, la première étant toujours Harvard. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème de propriété, Berkeley étant public et Stanford étant tout à fait privé. Lorsque j'avais commis la première version du texte sur la Californie, beaucoup de gens étaient surpris, m'indiquaient que c'était une erreur que je commettais en disant que Berkeley était public. Absolument. Et Berkeley est l'organe le plus connu du système UC, University of California, qui est un système, comme le décrivait Bernard, au fond à trois niveaux. Un niveau qui est celui des community colleges, un second niveau qui est celui des universités d'État, et un troisième niveau qui est celui de l'excellence du système UC, avec les 10 campus de UC, dont Berkeley, mais il n'y a pas que Berkeley, il y a aussi Santa Cruz, il y a aussi UCLA naturellement, il y a aussi UC Davis, qui sont des universités d'excellence, toutes dans leur domaine. Ce qui est frappant, c'est le pacte qui lie la société américaine et ses universités, et qui, je pense, est directement lié à cette histoire de la construction américaine en même temps, enfin, de la construction y compris géographique, de l'avancée dans le territoire, en même temps qu'on construisait des villes, des city halls et des universités. Tout ça de façon concomitante. On construisait la caserne des pompiers, et puis on construisait l'université. Et cette chance de commencer à zéro, au fond, a fait que ce système relativement récent, Berkeley c'est
de 1868 et Stanford, c'est de 1891, c'est même très récent, est extraordinairement performant. Alors, il y a autre chose. Donc, dans ce pacte entre l'université et la société, il y a un élément qui est un peu manquant, c'est d'une certaine façon, c'est l'État. L'État californien, par exemple, est un État plein d'incurie, si vous voulez. Pour dire, maintenant que je suis plus conseiller général, je peux dire les choses avec un peu plus de liberté qu'avant. C'est un État structurellement en faillite. C'est un État qui n'a pas de vision prospective. C'est un État pour lequel les citoyens eux-mêmes n'ont ni admiration, ni adhésion, ni quoi que ce soit. C'est un État qui a toutes les peines du monde à lever l'impôt. C'est un État où les référendums d'initiative populaire ont fini par, à force de démocratie, par tuer une certaine forme d'expression démocratique. Donc l'État est un peu out, même si c'est lui, avec le board des régents de l'Université de Californie, qui est censé gouverner le système. Mais en réalité, le système est assez largement autonome. Deuxième chose, ce pacte entre l'État et la société civile, en quelque sorte, est fondé sur l'idée, comme le disait Bernard Belloc, qu'au fond, tout le monde a le droit à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est très important. On présente toujours l'université américaine comme hyper sélective, interdisant, enfin, ayant des barrières à l'entrée considérables. C'est assez profondément faux. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas accéder à toutes les universités de la même manière, toutes les universités publiques de la même manière. Mais on a un droit à l'enseignement supérieur, et ça, c'est, je crois, extrêmement important. Et d'ailleurs, même le privé, même les universités privées, la plupart du temps aux États-Unis, sont ce qu'ils appellent need blind. C'est-à-dire que vos revenus ne sont pas un critère. En d'autres termes, si vous avez un très bon dossier, vous pouvez, c'est moins vrai au niveau undergraduate, au niveau du collège qu'au niveau gradué, mais enfin c'est vrai quand même, vous pouvez accéder à l'université. Parce qu'il y a un système de bourse extrêmement performant, parce que il y a tacitement cet accord très large selon lequel le niveau de vos revenus ne doit pas être un handicap dans l'accès à l'enseignement supérieur. Alors évidemment, il ne faut pas idéaliser. On sait tous, par exemple, que dans les plus grandes universités, c'est pas mal d'être le fils de quelqu'un, si possible un ancien président des États-Unis, que ça facilite l'entrée à Harvard, par exemple. Mais au hasard. Mais sorti de ces exemples un peu caricaturaux, il y a quand même une vraie volonté démocratique des universités eux-mêmes. Parce qu'il faut dire aussi que l'université privée aux États-Unis est une université privée, mais pas pour le profit. Ce sont des organismes qui ne sont pas censés faire des profits. Et d'ailleurs, quand ils en font trop, le board lui-même de l'université regimbe et ça donne des articles dans la presse. Il y a eu un moment, dans le milieu des années 2000 en particulier, où Harvard a été assez sérieusement attaquée parce qu'elle faisait trop de profits et que ce n'est pas sa vocation de faire des profits. Donc elle a réinvesti ses profits précisément dans ce que je disais, c'est-à-dire dans l'accueil des étudiants défavorisés et ce genre de politique, et vraiment que nous dirions, nous, extrêmement sociale. Voilà, pour compléter ce que faisait Bernard. Oui, mais c'est en train de revenir, hein, parce que le capital de Stanford, par exemple, je ne me rappelle plus Harvard, mais Stanford, c'était 17 milliards d'euros en 2008, 12 en 2009, et c'est remonté à 15,6 déjà, donc ça devrait passer la barre. Alors, à vous écouter, c'est presque un peu désespérant pour le système français, tellement on est loin de ce que vous décrivez. Quelles sont... Concrètement, pour vous qui avez des responsabilités politiques et administratives, quelles sont les passerelles que vous envisagez? Qu'est-ce qui vous inspire dans l'exemple américain? Bon, d'abord, c'est pas désespérant. Il ne faut jamais désespérer, parce que dire ça reviendrait à dire que nous avons pour objectif de faire exactement la même chose. Ça n'est tout simplement pas possible, parce que l'histoire est différente, parce que nos cultures sont différentes, parce que vous ne pouvez pas séparer l'organisation d'un système éducatif, enseignement supérieur, y compris d'un système de recherche, de la culture et de l'histoire d'un pays. C'est le produit. Et donc, on ne réécrit pas l'histoire. Et donc, il ne faut pas dire on va désespérer ou non. Deuxièmement, il ne faut pas désespérer parce qu'on a quand même de très belles réussites en France, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la recherche, y compris la recherche partenariat, la recherche appliquée.
je quitte à l'instant des représentants de l'industrie, d'un grand industriel spatial en France. Bon, dans les années à venir, il n'est pas impossible qu'on ait une coopération avec les Américains qui vont utiliser des moteurs français, européens, sur leurs propres lanceurs. Et bon, s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et si ces moteurs ont été produits en France, on ne les a pas trouvés. C'est pas du pétrole qu'on a trouvé sous nos pieds. Il y a des chercheurs et des ingénieurs qui ont trouvé la manière de les produire, et des techniciens et des ouvriers. Donc, il ne faut pas désespérer. Par contre, moi, la leçon si j'avais une leçon à retenir, et si j'avais quelque chose à retenir de mon observation américaine, mûrie en Chine et exprimée devant des responsables politiques, ce qui m'est arrivé, c'est la diversité du système, et surtout, ce qui est une autre façon de dire la même chose, le fait de ne pas considérer que tout est pareil du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tout n'est pas pareil parce que la nature elle-même nous donne l'exemple de la diversité, et elle nous donne l'exemple de la diversité parce que c'est une garantie de robustesse, la diversité. De robustesse et de bonne réaction aux demandes et aux variations de la demande qui s'adresse à un système. Si tout est pareil dans un système, le système meurt très vite ou bascule très vite au moindre soubresaut. Et l'hypocrisie consiste à penser que notre système universitaire ou notre système d'enseignement supérieur est absolument uniforme sur le territoire. Il produit de très belles choses, comme je viens de le dire, ce qui prouve que, de facto, il n'est pas uniforme. Donc il faut expliciter cette diversité que les États-Unis, dans leur pragmatisme, ont explicité historiquement. Il y a des établissements qui, de fait, sont meilleurs en formation que d'autres. Il y a des établissements qui, de fait, sont meilleurs en recherche fondamentale et partenariale que d'autres. Mais l'illusion que tous les établissements, je l'ai déjà dit ailleurs ou écrit, peuvent être bons partout est absolument mortelle. Tout le monde est bon quelque part, mais tout le monde n'est pas bon sur tous les fronts. Et quand je dis ça, on me dit, oui, vous préconisez une université à 2 vitesses. Non, à 84 vitesses. Peut-être 100, peut-être 120, si on ajoute certaines grandes écoles qui sont loin d'être homogènes. Les grandes écoles, c'est pas d'un côté les grandes écoles, d'un côté les universités. Non, il y a des établissements performants en recherche partenariale ou non, et il y a des établissements performants en formation. Formation-insertion, formation diplômante et insérante. Et si vous utilisez cette façon de voir les choses, vous apercevez que vous avez, de chaque côté de la barrière dans les deux cas, des universités et des grandes écoles, même s'il y a davantage de grandes écoles du côté des bons établissements de formation que l'université, mais du côté de la recherche, vous avez des deux. Toutes les grandes écoles ne sont pas performantes du côté de la recherche, au contraire. Vous avez une majorité d'universités qui le sont avec les organismes, certes, et une toute petite minorité de grandes écoles. Du côté de la formation, c'est à peu près l'inverse. Donc cette diversité, elle existe déjà. Et moi, ce que je retiendrai, c'est pas il faut faire comme eux, les droits d'inscription, la sélection, parce que ça, c'est habituellement ce qu'on voit. C'est en partie notre problème. Et d'ailleurs, j'en profite pour compléter ce qu'a dit Pierre-François. Moi, il y a une très belle phrase de Charles Vest, un des anciens présidents du MIT. Alors, ça vaut surtout pour les masters, un peu moins pour un undergraduate, pour les bachelors. Mais une très belle phrase qui dit faut sélectionner en fonction du potentiel et faire payer en fonction de la possibilité. Pourquoi? Non pas par philanthropie, un petit peu. Ça fait partie du rêve américain, qu'on le veuille ou non, mais ça fait partie aussi, j'espère, encore d'une autre. Mais c'est parce que c'est une nécessité dans un système tel que le système américain. Ils ont besoin d'avoir, certes, les meilleurs profs, les meilleurs chercheurs, mais les meilleurs étudiants pour leur réputation. Et ils ont besoin d'avoir une réputation parce que c'est ce qui contribue à attirer les meilleurs. Hein? Donc, peu importe qu'un étudiant ne puisse pas payer les 30 000 $ d'inscription à un master, s'il est très bon, ils vont lui trouver les 30 000 $. Parce que cet étudiant apporte sa compétence, quelle que soit son origine sociale. C'est un principe. Donc moi, c'est ça que j'importerai, qu'on cherche à importer. Je crois que c'est Dominique qui a parlé de réforme en mouvement. Hein. Si on lit la réforme ou les réformes qu'on essaye de mener depuis maintenant 2007, ce sont des réformes qui visent à expliciter
cette diversification du système. Et quand on me parle de fonctionnement à plusieurs vitesses ou de hiérarchie, mais pas du tout. Pas du tout. Des universités dites de formation, la State University of California est très prisée. Ses professeurs sont reconnus, respectés. Et elle ne dépasse pas le niveau master en termes de formation. Vous visitez des collèges parfois, ou des collèges publics ou privés qui sont excellents, qui sont recherchés, y compris par les enfants de la bonne bourgeoisie américaine, parce qu'ensuite ils vont rebondir, aller dans l'université qui fait le meilleur master, éventuellement qui fera le meilleur PhD ailleurs dans une autre université, etc. Donc ils jouent sur cette diversité. Donc il n'y a pas de hiérarchie.